Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Michael Privot. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et surtout un dimanche. Il faut bien préciser que monsieur Michael Privot, c'est un homme, c'est une personnalité très médiatique en Belgique, francophone, militant pour un islam européen, éloigné des influences du wahhabisme, islamologue, mais aussi il est titulaire d'un master en histoire et en philosophie. Monsieur Michael Privot, on va parler un petit peu, si le temps nous permettra, de votre grand livre, donc votre grand ouvrage, Quand j'étais frère musulman, qui est très intéressant parce que, juste pour donner une idée, au sein de l'émission Arc-en-ciel, nous avons recueilli chez nous ici deux anciens djihadistes, monsieur, qui étaient présents avec nous ici au studio. On a parlé de ce poids de l'islam en Europe et aussi ses conséquences néfastes. Ma question est la même, comme ça a été posé à monsieur Hossein. Comment vous voyez-vous ce rapport de l'OCAN à cet instant T? Alors, ce rapport de l'OCAN est intéressant et je pense très précis. C'est-à-dire que la personne qui a rédigé ce rapport ou les personnes qui ont rédigé ce rapport se sont donné le temps de plonger dans une littérature qui est largement diffusée dans les librairies islamiques et pas que, même on peut en trouver sur le site de la FNAC. Donc une littérature d'obédience salafiste, quiétiste, mais qui montre que en fait, quand il s'agit de partager ou de décrire quel est le droit finalement classique médiéval de l'islam sans aucune mise à distance, on parle évidemment de concepts tels que le djihad, comment il faut le mettre en œuvre, quelles sont les conditions pour le faire, mais aussi des parties beaucoup moins agréables, notamment sur les questions relatives à l'homosexualité, relatives au statut des minorités religieuses, en particulier des juifs, qui évidemment ne sont pas vues d'un angle particulièrement favorable dans cette littérature. Et cette littérature est présentée non pas comme on va dire un islam de fous furieux, etc., mais comme l'islam le plus banal. Et c'est quelque part ça qui pose problème, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune mise à distance par rapport à cet islam qui a été développé essentiellement dans un contexte médiéval très particulier. Selon vous, la population musulmane, et notamment en Belgique, que vous connaissez énormément, ce rapport est-il une réelle image que ce sont les musulmans en Belgique? Oui. Alors, évidemment, le rapport est une très bonne image de ce qu'il décrit, à savoir cette littérature. Cette littérature est un des ouvrages qui a été analysé, et en particulier Minhaj al-Muslim, la voix du musulman, qui est un des livres qui a été les plus distribués dans les communautés musulmanes au cours de ces 30-40 dernières années. Donc je pense que, en tout cas, dans les communautés
musulmanes arabophones, issues du Maghreb en particulier, il doit y avoir très peu de familles qui n'ont pas au moins un exemplaire de ce bouquin à la maison. Savoir s'ils le lisent, c'est autre chose, d'accord? Voilà, beaucoup, je pense, sont des gens qui sont de musulmans et de musulmanes, sont des gens tout à fait sains d'esprit qui peut-être reçoivent ce livre gratuitement ou peut-être se disent je vais l'acheter pour savoir un petit peu de quoi parle ma religion, et puis après se disent non mais j'ai rien à voir avec tout ça et puis le laissent sur un coin de leur bibliothèque et n'y retournent plus jamais. Je pense que le gros de beaucoup de personnes se sont retrouvés dans ce cas de figure. Néanmoins, ce livre a été lu aussi par des centaines de milliers de personnes qui ont considéré que c'était simplement l'islam tel qu'il est, dans sa simplicité, comme je disais tout à l'heure, dans sa banalité. Et les idées que ce livre propage sont évidemment extrêmement problématiques. Alors, le rapport ne fait aucune tentative d'essayer de voir ou d'analyser quel aurait pu être l'impact de cette littérature sur les musulmans et les musulmanes aujourd'hui. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'il a été lu depuis au moins par 2 générations de personnes, particulièrement en tout cas celles et ceux qui ont fait profession de religion, si je puis dire, c'est-à-dire les activistes, les imams, les aumôniers, les personnes qui donnent des cours de religion islamique à gauche, à droite, même dans les écoles. Par exemple en Belgique, dans les écoles publiques, il y a des professeurs de religion islamique, comme il y a des professeurs d'autres religions, et je me souviens, pour les avoir passés moi-même dans les années 90, la lecture de la voix du musulman était obligatoire, et donc était un sujet d'interrogation pour l'examen qui nous permettait d'accéder à la profession de professeur de religion islamique. Et donc, les gens qui lisaient cela, et j'ai fait partie de ce contingent, il est évident que ça a certainement eu un impact sur la façon dont nous avons donné des cours à des élèves pendant ces 20-30 dernières années. Donc on ne peut pas dire que ça n'a pas eu d'impact non plus. Et je pense qu'il faut vraiment se donner le temps d'analyser cette réalité et d'en tirer des conséquences en disant bon, ça semblait tout à fait banal à l'époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. On se rend compte que ce discours n'est plus du tout en phase. Il n'était déjà pas à l'époque, mais il l'est encore moins aujourd'hui. Mais ce que je pense qui est intéressant, je vais terminer là, c'est qu'il y a un silence radieux absolu de la part des personnes qui ont été dans des situations, dans des positions institutionnelles au sein des communautés musulmanes, alors qu'ils ont été celles et ceux qui ont diffusé cette lecture. Et là, je pense qu'on a un vrai problème qu'il va falloir analyser. La question, vous l'avez bien évoquée, mais avec tout le respect que je dois, d'un côté, y a-t-il une responsabilité des autorités belges sur la diffusion de ce livre, puisqu'on parle d'un pays souverain? Est-ce que la Belgique, c'est un passoire? N'importe quoi, on peut le diffuser au sein d'un pays, et comme vous le dites, ça fait des années en arrière. Et comment ça se fait que ce réveil belge se fait actuellement? Est-ce que suite aux attentats, l'affaire Abdeslam et d'autres, ou pas? Alors, je pense qu'il faut voir les responsabilités de manière assez large et on va dire holistique. Bien entendu que les pouvoirs publics ont une responsabilité. On peut considérer que certains éléments de ces bouquins et de bien d'autres. On parle souvent des bouquins d'El-Qaradawi, mais c'est pas les seuls, ont des passages qui peuvent tomber sous le coup des législations pour appel à la haine raciale, à la haine homophobe, etc. Et donc, pourraient être retirés du commerce. Et ça vaut aussi pour la France, qui a une bonne législation dans ce domaine. Et pourtant, ces mêmes bouquins sont en vente dans toutes les librairies en France. Donc, je pense qu'il n'y a pas de pays qui soit plus passoire que l'autre. La France l'est tout autant, la Belgique et les autres pays européens pour le coup. Je pense juste que personne ne s'est donné la peine d'aller voir ce qu'il y avait dans les bouquins. C'est juste ça. Et de l'autre côté, il y a une responsabilité. C'est de la paresse, oui, je pense qu'il y a une paresse, et puis je pense que les États sont de toute façon, si on regarde au niveau judiciaire, sont tous des États qui sont au niveau européen avec des coupes budgétaires, donc je pense que les personnes, la plupart du temps, qui sont en charge de la sécurité publique, etc., ont juste d'autres chats à fouetter que d'aller commencer à lire cette mauvaise littérature. Mais le résultat, il est là, cher ami, hein. Donc le résultat, il est là. Le résultat, il y a des morts, là, évidemment. Là, qu'est-ce qu'on veut dire à ces victimes, à ces familles de victimes, si on leur dit ce que vous êtes en train de me dire? Oui, ils ont autre chose à faire, mais ils s'en fichent complètement. Et il y a des morts. Il y a des familles qui sont foutues pour de bon.
Et évidemment, et d'autant plus au lendemain d'un attentat qui a été commis en France, et donc évidemment, on passe notre temps à être endeuillé par rapport à ça. Mais je dirais qu'il serait un peu trop facile de rejeter la responsabilité sur les autorités publiques, alors que les autorités musulmanes, institutionnelles, les libraires et autres ont aussi une responsabilité de ne pas diffuser une littérature qui est problématique. Et là aussi, le silence radio est total. Donc, à un moment donné, tout le monde est responsable de l'état actuel des choses, de ne pas avoir pris ses distances par rapport à cette littérature, de ne pas l'avoir analysée. Alors, il est jamais trop tard. Moi, je pense qu'il y a toujours toujours temps de se ressaisir et de se dire, bon, collectivement, on a foiré de tous les côtés et qu'on essaye de s'en sortir. Mais pour ça, faut-il encore avoir l'honnêteté de le dire exactement, et de proposer des pistes. Nous, avec mon collègue Ismaël Saïdi, qui est bien connu en France aujourd'hui, et deux autres amis, on avait publié en 2015 une carte blanche où on proposait 10 pistes pour construire l'islam de Belgique, et nous avions déjà recommandé à l'époque, parce que nous connaissions cette littérature, par exemple, que les autorités publiques pourraient mettre des fonds qui serviraient à la traduction scientifique, historique, raisonnée, d'ouvrages du patrimoine islamique, qui soient des ouvrages beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches, et qui permettent aux musulmans comme aux non-musulmans de pouvoir se réapproprier leur héritage avec un vrai travail scientifique de traduction. Jusqu'à présent, cette proposition est restée lettre morte. À un moment donné, je pense qu'on va finir par se rendre compte que c'est une nécessité. Donc, on sait quoi faire. On a les gens qui peuvent faire des traductions de toutes les langues du monde musulman. On a des ouvrages magnifiques qui n'ont pas encore été traduits, qui travaillent l'élévation spirituelle, qui sont des vecteurs de paix. Et tout ça, bon, c'est pas ce qui se vend le plus et c'est pas ce qui est traduit, malheureusement, mais on peut le faire. Donc, des pistes de solutions, on en a. Encore faut-il qu'on décide que ce soit des priorités. Justement, M. Prévost, parce que je me suis permis d'insister là-dessus, parce que la réaction que tout le monde peut le faire, en tant que musulman, ne sont pas l'État. Nous n'avons pas les moyens pour contrôler, nous n'avons pas les moyens pour... vous savez comment ça se passe, tous les musulmans ne vont pas à la mosquée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'image qu'on essaie de projeter. Les ghettos, il y a les mosquées informelles, comme on dit, il y a beaucoup de choses. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il est temps qu'il y ait une prise de conscience, comme on l'a évoqué dans cette émission avec d'autres intervenants ici en France, qu'il y a une réelle conférence européenne dédiée à tout simplement à cerner, avec bien sûr la participation des religieux, la participation des gens de bonne volonté, mais aussi des intellectuels, des islamologues et aussi des chercheurs, mais aussi une participation des politiques, malgré, surtout je mets l'accent là-dessus, malgré la situation de l'islam dans chaque pays, reconnu ou pas, pays laïque ou pas, tout ça, ça pose un réel problème, mais nous constatons malheureusement, c'est le même dégât. Là, on va. Oui, mais je partage tout à fait votre constat, et je pense que ça fait des années que des gens appellent à ce genre de soulèvement. Bon, après, maintenant, je pense qu'il faut être aussi objectif et faire le constat d'où on est. Et je pense que voilà, d'un côté, au niveau des politiques institutionnelles, on se rend compte qu'un grand nombre de décideurs politiques n'ont absolument aucune connaissance de ce qui se passe réellement, et de la pluralité, de la diversité des communautés musulmanes ni de leurs défis. Donc ça, je pense que ça empêche, et on reste dans des grands sujets très généraux et des préjugés très problématiques. Et ça, on le voit en France, on le voit en Belgique, etc. On est encore aussi dans des positions où, du fait de cette méconnaissance, même quand il y a des reconnaissances officielles, et je pense que c'est le cas de la Belgique, mais on voit ça dans d'autres pays, les États européens préfèrent continuer à déléguer la gestion des communautés musulmanes aux États d'origine il y a 2 ou 3, voire 4 générations, et donc en fait traitent bien souvent les personnes de culture et de religion musulmane comme des citoyens de seconde zone, quelque part, parce qu'en fait ce sont leurs citoyens. L'islam fait désormais partie du paysage convictionnel de nos sociétés, mais malgré tout on va compter sur les pays d'origine pour gérer cette religion, ce qui toujours met les citoyens musulmans et les citoyennes musulmanes dans un décalage et qui pose vraiment un véritable problème. Maintenant, à l'intérieur des communautés musulmanes elles-mêmes, il faut regarder aussi, on va dire, quasi la coupe générationnelle des
des activistes, des imams, qui, oui, ont été aussi, faute de mieux, je dirais, biberonnés par une culture très militante, que l'on pourrait qualifier d'islamiste à beaucoup d'égards, et donc qui aujourd'hui verrouille de nombreuses institutions, de nombreuses associations cultuelles ou culturelles, et qui pourraient jouer un rôle important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les exclure, mais ça veut dire que des personnes qui seraient en capacité de se mettre autour de la table, si on peut dire, pour commencer à évoquer cet islam d'ici, européen, etc., ne sont pas dans le cadre mental par leur éducation et par leur socialisation islamique pour développer ce genre de choses. Et puis après, il y a une multitude d'individus de toute nature, des intellectuels, des personnes, des ouvriers, des cadres, des employés, qui cherchent à vivre leur islam de manière apaisée, en cohérence avec leur contexte, etc., et qui n'ont pas de structure ni de canaux pour pouvoir dire ce qu'ils veulent. Bien sûr, je veux dire, voilà, on ne peut pas rassembler 5 millions de musulmans en France pour décider ensemble. Donc là, on a un vrai problème qui fait que on n'arrive pas à trouver la bonne articulation, si je puis dire. Exactement, mais un dernier mot, s'il vous permettez, par rapport à votre livre, quand j'étais frère musulman, je le conseille à notre auditoire qui l'achète, parce que c'est un bouquin très intéressant. Pourquoi ce livre-là? En fait, ce livre-là c'est l'envie de faire le point. À un moment donné de sa vie, voilà, je suis passé par un parcours aussi de militance au sein d'une mouvance que l'on peut considérer comme problématique par de nombreux aspects, et dans lequel je me suis plus du tout reconnu. Et à un moment donné, pour pouvoir essayer de proposer d'autres messages, c'est-à-dire vraiment un travail de réforme, un travail de réforme intellectuelle, etc. Il fallait pouvoir dire ok. Ça, c'est mon passé, voilà par quoi je suis passé, quelle a été ma formation aujourd'hui, et dire comment est-ce qu'on peut, quelles sont les pistes que l'on peut dégager à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut proposer. Et en même temps, dans ce livre, j'essaye aussi de raconter le parcours d'un blanc comme moi qui se convertit à l'islam et puis découvre plein de choses, et des choses très intéressantes, des choses très touchantes, et donc aussi de raconter un petit peu ce que c'est. Par exemple, j'ai un long chapitre où je raconte mes années au sein du conseil d'administration d'une des plus grandes mosquées de Belgique, et donner un petit peu, c'est un aperçu à un public non musulman de ce qui se passe, de ce que c'est la vie quotidienne d'une mosquée. Et voilà, il y a très peu de témoignages de cette nature, et donc c'était aussi intéressant de mettre un petit peu tout ça en perspective, et comment ces différentes expériences, un parcours académique, un parcours universitaire, une thèse de doctorat, etc., nourrissent un homme et amènent à un moment donné à mettre un certain nombre d'idées en place pour se dire, on peut faire l'islam autrement, on n'est pas condamné à cette fuite en avant radicale à laquelle sont nous appeler Daesh et d'autres mouvements islamistes. Et voilà, on peut réfléchir les choses autrement, et c'est ce que j'ai voulu proposer au travers de l'éclairage d'un parcours individuel qui est le mien. Ouais. C'est notre souhait, c'est la réflexion, c'est pourquoi cette émission, c'est de lancer des pistes et de faire intervenir des gens qui peuvent être intéressants pour un dialogue interculturel, un dialogue intellectuel, mais aussi un dialogue culturel pour que la paix règne dans nos pays. Monsieur Michael je vous félicite pour cette initiative. Merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Michael Prévost. Je laisse la parole à monsieur Salah Chilaoui. Merci infiniment, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.